démocrate et donc une tendance plus démocrate, selon les petites et moyennes entreprises en général se méfient. Cela étant dit, on reste dans un environnement où la confiance continue à reprendre. Les derniers chiffres qui ne sont pas sur ce graphique pointent et indiquent une reprise de la confiance des petites et moyennes entreprises. Et on s'attend à ce qu'avec cette rotation de la consommation vers plus de consommation de services, on devrait avoir ces petites et moyennes entreprises qui sont généralement des entreprises du secteur des services devraient se sentir un peu mieux et avoir une perspective un peu plus encourageante en matière de croissance. Alors, j'ai parlé énormément de stimulus fiscal, mais je pense qu'il est très, très important de souligner la quantité et la qualité de la réponse fiscale qui a été apportée pour intervenir sur les différents marchés financiers. On a eu toute une série d'autres mesures, notamment à la fin 2020, ce Response and Relief Act, qui était de 900 milliards de dollars, et puis, plus récemment, au mois de mars, le American Rescue Plan, qui était de l'ordre de 1,9 milliard, 1900 milliards de dollars, et qui contenait notamment ces chèques, ces fameux chèques de 1400 dollars par personne et ces allocations de chômage accrues, et qui vraiment ont marqué le début de cette réaccélération de la croissance américaine au cours des dernières semaines. Alors, juste pour donner une idée de la quantité de stimulus fiscal qui a été mis en place aux États-Unis, on n'est pas loin, comme je le disais pendant mon intro, on n'est pas loin de 25% du PIB en matière de fonds autorisés par le Congrès avec ce dernier American Rescue Plan. On le voit, non seulement l'aide fiscale américaine a été énorme, mais elle a été très, très rapide. J'ai comparé ici la quantité de stimulus fiscal qui avait été mise en place par le Congrès pendant la crise financière. Il a fallu attendre presque 1 an et demi après le début de la crise qu'on a noté à la fin 2007, avant de voir le American Recovery and Reinvestment Act de 800 milliards de dollars. Ici, au cours des premiers jours de la crise financière, on a vu une aide massive et très très importante et très rapide délivrée par le Congrès au cours des premiers jours de la crise du Covid. Donc vraiment une réponse historiquement très rapide en matière de stimulus fiscal. Alors, l'élément clé en matière de stimulus fiscal, c'est qu'une grosse partie de ces dépenses fiscales ne seront pas financées par une augmentation des revenus, et donc le déficit budgétaire augmente. L'année dernière, on a eu un déficit budgétaire de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Cette année, on s'attend à un déficit budgétaire de l'ordre de 3,3 milliards de dollars, donc on tourne autour de 15% du PIB. Alors, c'est vrai que c'est énorme, mais dans un environnement où les taux d'intérêt restent historiquement bas, et dans un environnement où, on le sait, ces dépenses budgétaires vont rapidement chuter une fois qu'on sera passé au-delà des transferts du CARES Act, de l'American Rescue Plan, on va avoir une normalisation relativement naturelle du déficit budgétaire. Donc, je ne suis pas du tout inquiet en matière de financement de cette dette. Et puis, on le sait, les États-Unis restent le financeur mondial par excellence. Et donc, je n'ai pas vraiment de crainte en matière de viabilité de la dette américaine ou du déficit budgétaire. Alors, on va avoir un environnement dans lequel l'inflation va accélérer, puisqu'on va avoir une croissance de la demande qui va se renforcer. On va avoir une croissance du marché de l'emploi qui va se renforcer. On a une augmentation des prix énergétiques. On a une augmentation du prix de certains inputs. Et on a un effet de base assez important. Tous ces éléments vont mener à une croissance de l'inflation, à une accélération de l'inflation assez forte, en particulier forte par rapport à ce qu'on a vécu au cours de la dernière décennie. On s'attend à ce que les chiffres d'inflation s'approchent de 3,5%, 3,6% au cours du mois de mai, avec une augmentation des différentes composantes de l'inflation, mais on s'attend à ce que ce soit une augmentation temporelle. C'est-à-dire qu'on ait une accélération de l'inflation jusqu'à 3,5% et puis une modération de l'inflation au cours des derniers mois de 2021. Une inflation qui restera plus élevée que ce qu'elle a été par le passé, mais qui ne devrait pas devenir une hyperinflation, un environnement dans lequel l'inflation continue d'accélérer. Alors, je voulais juste illustrer pour montrer l'effet de base. Donc, en fait, on compare les prix à ce que les prix étaient l'année dernière, et l'effet de base est énorme, bien sûr, puisque les prix ont chuté très fortement au cours des mois d'avril et de mars et d'avril de l'année dernière. Donc, l'effet de base en lui-même, juste la comparaison à des prix
très très bas au cours de l'année dernière, fait qu'on a déjà une inflation sans avoir d'augmentation des prix énergétiques ou d'augmentation des prix des inputs. On a déjà une inflation qui est pas loin de 2%, même légèrement au-delà de 2%, sans compter les autres facteurs. Alors cet effet de base va se dissiper, mais sera très présent dans les quelques mois qui viennent. Alors, cet environnement d'inflation plus forte a généré cette perception sur les marchés financiers que la Fed adopterait une politique plus ferme en matière de politique monétaire. C'est vrai que les marchés financiers s'attendaient, et jusqu'à présent, ça a bougé un tout petit peu, mais s'attendaient au début du mois d'avril à ce qu'il y ait une augmentation du taux directeur dès la fin 2022, donc dès la fin de l'année prochaine, et une triple augmentation des taux directeurs en 2023. Nous, on s'attend à ce que la politique monétaire de la Fed reste relativement souple dans les mois qui viennent, et jusqu'en 2023, on ne s'attend pas à une augmentation du taux directeur, puisque la politique de la Fed a été redéfinie. La politique de la Fed vise vraiment à contrôler et à s'assurer que le marché de l'emploi a une reprise complète. Pas seulement une reprise pour certaines personnes favorisées, mais une reprise pour tous et une reprise qui permet aux gens les plus défavorisés d'aussi trouver un emploi, de trouver un salaire qui leur permet de vivre. Et donc cette orientation de la Fed plus vers une reprise du marché du travail complète et une distanciation par rapport au risque d'inflation. C'est-à-dire que la Fed, en regardant et en faisant une revue de sa politique monétaire, a décidé que s'il n'y avait pas d'indication d'inflation soutenue et d'inflation qui deviendrait désancrée, il n'y aurait pas de raison de raffermir la politique de manière excessive. Et on le voit, c'est vrai que même si les attentes d'inflation ont augmenté légèrement au cours des derniers mois et devraient peut-être encore légèrement augmenter, elles restent historiquement relativement bien contenues et on n'a pas vraiment ce risque d'hyperinflation d'un environnement dans lequel les gens s'attendraient à ce que l'inflation continue d'augmenter et donc consommeraient plus aujourd'hui et raffermirait ce cercle vicieux d'une inflation qui accélère. Donc, juste pour résumer en matière de la Fed continue d'indiquer une politique très souple, une politique dans laquelle il y a 3 critères pour affermir sa politique monétaire. De 1, une reprise complète du marché du travail. De 2, une inflation à 2%, ce qui, je pense, sera atteint à la fin de cette année, mais aussi une inflation qui sera soutenue au-delà de 2% pendant une période indéfinie, mais une période certaine. Donc un environnement qui est assez souple en matière de politique monétaire et donc on s'attend encore une fois à ce que la Fed raffermisse ses taux, mais raffermisse ses taux plutôt en 2023 avec en 2022 une réduction des achats d'actifs de son programme QE. Les conditions financières restent assez souples et c'est un autre facteur qui, je pense, va guider la Fed, c'est que les conditions financières sont historiquement très, très souples avec tout le stimulus fiscal qui a été passé. On est dans un environnement relativement souple en matière de conditions financières et donc pas nécessairement de désir ou de nécessité d'intervenir au niveau de la Fed. Donc voilà, juste pour conclure, je pense qu'on est à l'aube d'un mini-boom économique assez fort. Je pense qu'on devrait observer une croissance assez soutenue du PIB américain de l'ordre de 7,2%, avec les risques qui sont d'une croissance plus forte encore. Une économie américaine qui va jouer le rôle de locomotive au niveau mondial, une croissance qui sera soutenue par un marché du travail assez fort, avec plus de 8 millions d'emplois qui devraient être créés au cours de cette année, et je le souligne à la fin avec raison, un environnement dans lequel les aides, le stimulus fiscal pourrait être encore plus fort au cours des mois qui viennent, puisque l'administration Biden est maintenant en train de se pencher sur l'American Jobs Plan, qui est un plan lié à l'infrastructure, au développement de la manufacture, au développement de la force du travail, un plan sur une dizaine d'années qui vise à dépenser 2000 milliards de dollars avec une génération de revenus via une augmentation du taux de taxation, du taux d'imposition des entreprises et un plan qui pourrait soutenir une croissance encore plus forte, pas nécessairement en 2021, puisque c'est un plan d'infrastructure, donc ça a tendance à se développer de manière plus lente, mais plutôt en 2022-2023, où on s'attend à un upside par rapport à la croissance de l'ordre de 0,8-0,9% en 2022 et en 2023,
et un taux de croissance de l'économie américaine qui serait au-delà de ce qu'il était avant la crise du Covid. Donc Biden, qui est en train de se pencher sur, après avoir passé pas mal de mesures cycliques, est en train de se baser et de se concentrer maintenant sur un plan de relance structurel qui viserait à augmenter la croissance de l'économie américaine, pas nécessairement sur le court terme, mais plus sur le long terme. Donc les 100 premiers jours jusqu'à présent ont été assez positifs, et je pense que si l'on regarde à l'horizon 2022, 2023, et même au-delà, on devrait avoir un environnement de croissance relativement soutenu pour les années à venir. Donc avec ça, je vous laisse, j'avais mis ici quelques chiffres, mais je vais conclure et je suis bien sûr disposé à répondre à toutes vos questions. Voilà, merci Grégory. Peut-être la couper comme ça, on peut te découvrir avec nous. Tout d'abord, on va t'applaudir pour ce très brillant exposé, beau balayage économique, vraiment très précis, très clair, comme d'habitude. Je vais d'abord céder la parole peut-être à M. Artus Jurus et je prendrai la parole là un petit peu plus tard. Alors, il faudrait peut-être activer votre micro, M. Jurus. En attendant que le micro se réactive, donc j'avais en tête aussi évidemment l'esprit de me dire en tant qu'Européen, on est un peu frustré, parce que quand on voit le dynamisme américain et Joe Biden comme il avance depuis janvier 2020 et nous, à la traîne comme d'habitude, de pays par pays, incapables de mener une campagne comme les États-Unis, on est un petit peu frustré. Alors quand je vois également que par exemple au niveau international, il y a quand même pas mal de choses aussi qui ont été faites. Il y a quand même notamment apparemment le retrait de l'Afghanistan bientôt, les armes qui sont quand même de nouveau dans un nouveau ballottage. La Russie, où là de nouveau on montre les dents par rapport à notre ami précédent, sans le citer, et également aussi la faculté aussi aux Américains donc de dégager immédiatement de l'argent du cash pour les habitants, ce qui n'est pas le cas chez nous, ou beaucoup moins et de manière beaucoup plus disproportionnée. Est-ce que là, il n'y a pas un souci? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi un peu imaginer quand même en Europe d'avoir une nouvelle vision et un petit peu quand même se baser et copier un petit peu quand même ces Américains qui finalement ne sont pas si mauvais que ça? Oui, de manière générale, je pense que l'opportunité est là en matière de dépenses fiscales. Je pense qu'il faut se concentrer sur le fait qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt assez faible. Donc le coût de la dette reste relativement minime. Pour les États-Unis, par exemple, juste à titre d'indication, le coût de la dette, donc le coût des taux d'intérêt sur cette dette américaine qui est pas loin de 100% du PIB, va être à un niveau cette année historiquement bas, le plus bas depuis plus de 20 ans. Donc un niveau très très bas en matière de coût de la dette, ce qui offre des opportunités sans précédent pour relancer l'économie américaine, pour relancer la croissance et pour s'assurer qu'on émerge de cette crise du Covid avec le plus de dynamisme possible. Et pour revenir à mon dernier point, je pense que l'administration Biden, et là je suis vraiment très positivement surpris, l'administration Biden approche la crise avec beaucoup de sens, puisque après s'être concentré sur une politique d'assurance qu'on émerge de cette crise avec le plus de dynamisme possible, l'administration Biden et le Congrès maintenant se focus sur une croissance de long terme. Donc le American Jobs Plan n'est pas du tout un plan qui vise à augmenter la croissance au cours de cette année, et même en 2022, graduel, mais plutôt un plan, une politique qui vise à s'assurer une croissance sur le long terme. Et je pense que c'est vraiment l'approche la plus sensée à ce niveau-ci. Alors, l'Europe a aussi son plan de relance. C'est un plan qui, à la base, n'est pas axé nécessairement sur la croissance de court terme, mais plus sur une croissance de long terme, avec des investissements dans les énergies renouvelables et des investissements qui vont prendre place sur plusieurs années. La question, qui est toujours la même question au sein de l'Europe, c'est comment est-ce que les différents pays vont mettre en place les politiques de relance économique au cours des prochaines années et comment ils vont utiliser ces fonds qui ont été mis à disposition. Ok. Avant de céder la parole, M. Jurus, une petite réflexion également, notamment au niveau des Républicains. On les a cités là tantôt, on a vu qu'un petit peu il y avait un manque de confiance en termes de PME. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 mois après, ils se sont rendus compte quand même de l'impact de Joe Biden ou bien ils restent toujours vissés, accrochés à leur ténor et sont toujours bloqués par rapport à cette dynamique mise en place par Joe Biden?
Les États-Unis sont vraiment très, très intéressants à ce niveau-là. C'est que un républicain restera républicain toute sa vie, un démocrate restera démocrate toute sa vie. Et peu importe, malheureusement, le président ou le congrès qui est mis en place, les Américains ont tendance à toujours rester concentrés sur leur parti et à supporter leur parti. Même si les politiques mises en place par le président, et je pense maintenant à ce qui avait été mis en place en matière de guerre commerciale sous l'ère Trump, même si ces politiques sont négatives, pendant longtemps, de nombreuses entreprises, de nombreux leaders d'entreprises étaient favorables à cette politique mise en place par l'administration Trump en matière de guerre commerciale par rapport à la Chine. Alors, c'est assez intéressant. Je pense que dans l'ensemble, la plupart des ménages, la plupart des leaders d'entreprises aux États-Unis sont plutôt favorables au plan de relance, aux différents plans de relance qui ont été mis en place par l'administration Biden. Mais je pense qu'il y a toujours cette réserve, et en particulier maintenant cette réserve accrue par rapport au risque d'une augmentation du taux de taxation, du taux d'imposition avec le American Jobs Plan. Parce que pour un tout petit peu rentrer dans les détails, le American Jobs Plan va coûter à peu près 2300 milliards de dollars, mais va générer, ou devrait générer, pas loin de 2000 milliards de dollars à travers une augmentation du taux d'imposition aux États-Unis et une inversion de la réduction du taux d'imposition sur les compagnies qui avait été mise en place par le Tax Cuts and Jobs Act de Biden. Donc, il y a toujours cette vision relativement négative, qui est compréhensible, d'un risque d'une augmentation du taux d'imposition, qui serait bien sûr négatif par rapport aux entreprises américaines et à l'économie américaine. Et donc, cette vision plutôt négative par rapport à tout plan qui viserait à augmenter le taux d'imposition aux États-Unis. Parfait. Monsieur Jobès, nous vous écoutons. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la qualité de cette présentation, Grégory. J'aurais simplement deux questions. La première, c'est est-ce que ces plans budgétaires, et en particulier le dernier plan, sont susceptibles d'augmenter les capacités de l'économie américaine, voire d'accroître sa productivité? Et le second sujet, ou du moins la seconde question, c'est quelle est votre vision sur les taux 10 ans américains en relatif à la reprise qui est à venir et en relatif à la politique de la Fed qui est en cours et qui semble assez passive par rapport à ce que certains investisseurs pourraient attendre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ta question. Au niveau de croissance à long terme, c'est une excellente question et ça souligne vraiment ce que je disais à la fin de ma présentation, qui est cet élément de croissance sur le long terme. L'administration Trump vise maintenant vraiment à s'assurer une croissance sur le long terme à travers l'American Jobs Plan. Et vise à développer plusieurs facettes de l'économie américaine. Le côté de l'infrastructure, on sait qu'il y a une déficience infrastructurelle aux États-Unis qui est énorme en matière de ponts, en matière d'autoroutes, en matière de plein de différents éléments d'infrastructure, en matière de ports, en matière, plein d'éléments qui nécessitent un investissement plus fort. En matière d'énergie renouvelable, en matière de manufacture, en matière de formation de la force du travail, puisqu'on le sait, si l'on vise à développer ces nouvelles technologies, ces nouveaux investissements, il va falloir avoir une force du travail qui est équipée pour subvenir aux besoins d'emploi. Et donc, on a ce plan, cet American Jobs Act, qui devrait subvenir à tous ces différents besoins sur le long terme. Donc en matière d'effets positifs sur le potentiel de l'économie américaine, on s'attend qu'à moyen terme, il y ait un effet positif de l'ordre de 0,2%, ce qui peut ne pas sembler énorme, mais ce qui est énorme puisqu'on parle de potentiel de croissance. Donc sur 10 ans, on parle de 2% d'augmentation du PIB potentiel. À la fin de la décennie, une augmentation qui s'approcherait plutôt de 0,1%, mais néanmoins assez favorable, avec cet effet positif sur la productivité et sur l'accumulation de capital qui devrait subvenir à cette augmentation du potentiel de l'économie américaine. Et je pense s'assurer qu'on devrait continuer à croître à un taux potentiel de 2%. On était tombé en deçà de 2%, je pense, avant la crise du Covid, et on devrait pouvoir revenir à 2% de croissance potentielle. En matière de taux à long terme, on a eu, c'est vrai, cette augmentation assez rapide des taux à long terme, des taux sur les bons du Trésor, qui a été assez surprenante. Mais au cours des dernières semaines, on a vu
un ralentissement au niveau des taux. Je pense que si on regarde à la fin de 2021, à la fin de 2022, on devrait avoir une réaugmentation des taux à long terme qui devrait en fait arriver en même temps qu'on a un stimulus fiscal accru, une croissance qui s'accélère et, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, une économie européenne qui aussi accélère en même temps et donc des taux en Europe qui aussi augmentent et donc permettent ou facilitent une augmentation des taux aux États-Unis. Donc, on s'attend à ce que les taux directeurs, les taux sur 10 ans, sur les bons du Trésor à 10 ans, terminent l'année aux alentours de 2% et terminent 2022. Et ça va dépendre, à mon avis, fortement de l'American Jobs Plan, aux alentours entre 2,25 et 2,50 en fonction de si ce plan passe et quelle sera la nature du plan. Merci beaucoup. Voilà, merci. Loïc, t'écoutons. Merci beaucoup. Merci Grégory pour la conférence. C'est très intéressant et très, très bien fait. Je ne suis pas économiste, mais moi, ma vision va certainement être un peu simpliste et je suis désolé, mais j'essaye. Moi, ma compréhension, c'est on a des secteurs entiers qui sont fermés, on a des secteurs qui sont restés ouverts, mais qui, à mon avis, ne tournent pas à 100%, et on a certains secteurs qui ont pu un peu surperformer, tout ce qui est vente en ligne et compagnie. À côté de ça, on a un chômage élevé, à côté de ça, on a une dette qui explose, et on a l'État qui paye, forcément. Et sur ça, on fait des prévisions optimistes. Donc, est-ce que ça veut dire que les secteurs qui sont restés ouverts ont compensé toutes les pertes des autres, parce que moi, ça me semble naïvement impossible, ou alors, est-ce que... Enfin, bref, je manque un peu de la clé, sachant qu'en plus de ça, les taux d'intérêt vont a priori rester faibles, et qu'il n'y a pas une hyperinflation non plus. Donc, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre quelle est la clé qui va faire ou qu'est-ce qui permet de croire que les prévisions peuvent être si optimistes que ça. D'accord. Oui, merci pour ta question. L'optimisme, en fait, vient du fait qu'on a tous les bons ingrédients en matière de croissance économique. On a, d'une part, une amélioration de la situation sanitaire, et sur ce plan, je pense que même les prévisions les plus optimistes n'ont pas été satisfaites et ont été surpassées. On a un taux de vaccination enfin, je suis excessivement surpris par la rapidité à laquelle les États-Unis sont en train de vacciner leur population. Donc ça, pour moi, c'est l'élément clé. L'élément clé, c'est vraiment la situation sanitaire qui s'améliore. On rajoute à ça une dose de stimulus fiscal qui est sans précédent. On parle d'un stimulus fiscal, comme je l'ai dit, de 25% jusqu'à présent du PIB. Donc c'est énorme, un quart du PIB en matière de stimulus fiscal, c'est du jamais vu. Et à ça viennent s'ajouter un environnement climatique à court terme qui est plutôt favorable. Et je le vois à New York ou à Washington ou à Boston ou à Chicago, particulièrement dans le nord-est, les restaurants, les activités extérieures peuvent prendre place. C'est pas possible pendant les mois de décembre à mars de dîner à l'extérieur. Or, la plupart des villes avaient mis en place des restrictions en matière de restauration qui disaient, voilà, on peut avoir de la restauration à l'extérieur, mais en hiver, c'est simplement pas possible. Donc, on a tous ces éléments qui sont plutôt favorables par rapport à la croissance. Alors, oui, il y a une dette qui augmente, mais je pense qu'elle augmente pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'elle fournit un stimulus fiscal accru. L'inflation qui n'augmente pas, c'est plutôt une bonne chose, puisque l'hyperinflation qui n'arrive pas, c'est plutôt une bonne chose, puisqu'un environnement où il y a de l'hyperinflation est généralement négatif, puisque l'autorité de la Banque centrale doit intervenir pour éviter que cette inflation ne perdure dans le temps et ne s'accélère surtout, puisqu'un environnement où on a de l'hyperinflation, c'est un environnement où l'inflation accélère. Donc non seulement les prix augmentent, mais les prix augmentent de plus en plus vite. Et donc un environnement où on a tous plutôt intérêt à acheter aujourd'hui plutôt qu'à acheter demain. Et donc cette demande accrue rajoute une dynamique inflationniste encore plus forte et donc crée ce risque de déstabilisation majeure de l'économie américaine. Donc de manière générale, je pense qu'on a les bons éléments. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de risque, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une augmentation du nombre de cas dans certains endroits, je ne dis pas que le matching entre la demande d'emploi et l'offre d'emploi sera parfait, probablement pas.
mais je pense qu'on peut s'attendre à des chiffres de croissance très forts et à avoir un certain optimisme par rapport aux prochains mois, aux prochaines semaines qui vont venir en matière de l'économie américaine. Voilà, merci pour la réponse. Il nous reste 2 minutes. Une dernière question peut-être de Maître Raphaël Alvarez-Campa. Oui, bonjour. Merci Grégory pour ce très bel exposé, très clair. Moi, je ne suis pas économiste non plus, donc pour un profane comme moi, c'était vraiment très clair. Une petite question, justement, pour faire le lien avec Joe Biden. Dans quelle mesure Joe Biden quel lien y a-t-il entre toute cette embellie au niveau de la croissance et de la baisse du chômage aux États-Unis et l'arrivée de Joe Biden? Est-ce qu'il y a vraiment un lien, ou bien ce sont des mesures qui avaient déjà été mises en place par Trump, ou bien c'est la suite de mesures, enfin un complément de mesures prises? C'est ça que je ne parviens pas bien à comprendre. C'est une très bonne question, et on a tendance, et en particulier de l'extérieur, on a tendance à avoir cette perspective du bon et du mauvais en matière de président. Je disais par le passé que le président n'affectait pas énormément l'économie américaine. Je pense que Trump a prouvé que ça pouvait être le cas, qu'un président pouvait avoir une influence, notamment à travers tout ce qui était commercial et à travers une politique internationale assez forte et assez différente de ses prédécesseurs. Pour répondre à ta question, il y avait une impulsion fiscale assez forte avant Biden. Donc, il ne faut pas simplement dire que l'administration Biden est la seule raison pour laquelle l'économie américaine reprend. L'élément principal, encore une fois, c'est la situation sanitaire. Alors, Biden a mis en place une politique sanitaire beaucoup plus réfléchie et une approche visant vraiment à résoudre cette crise. Donc, ça, je pense qu'on peut le féliciter pour cette approche plus compréhensible. L'autre élément qui est important, c'est qu'il y a eu cet effort accru de continuer à fournir un stimulus fiscal en 2021 et en 2022, 2023, comme je viens d'en discuter. Donc, est-ce qu'il est responsable de la reprise économique ou de l'accélération de la reprise économique? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il supporte cette croissance avec une politique qui est intelligente en matière de stimulus fiscal et de politique sanitaire? Oui. Donc, je pense qu'il est plutôt favorable à cette reprise économique, mais je ne pense pas nécessairement qu'on puisse dire que c'est le seul élément et que Trump n'a rien fait pour aider la reprise économique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stimulus fiscal qui avait déjà été passé avant que Biden soit élu président. Juste pour conclure, je pense que la stabilité politique est très, très importante pour les entreprises américaines. L'environnement Trump était un environnement très instable en matière de direction politique. L'environnement Biden est beaucoup plus traditionnel, avec une politique visible, avec des prévisions à long terme qui permettent aux entreprises de prévoir l'avenir et d'y voir un peu plus clair. Même s'il y aura des augmentations d'impôts, ils savent qu'elles vont venir et les entreprises peuvent s'ajuster par rapport à ces prévisions. Ok, merci. Voilà, merci à toi également, Raphaël. Donc, en conclusion, Grégory, que peut-on dire après ces 100 jours de Joe Biden? Je pense qu'une bonne note, une bonne note de premier trimestre. Dans l'ensemble, une administration, parce que c'est pas que Biden. Je pense que l'administration Biden est une administration très réfléchie, très diverse, qui vise à une reprise pour tous, pas seulement une reprise pour certains, et donc une reprise de long terme. Et je pense que c'est les deux éléments clés, cette reprise pour tous et cette reprise de long terme, donc visant à réduire les inéquités au sein des États-Unis, mais aussi visant à s'assurer une croissance de long terme. C'est deux éléments clés de la politique de Biden, et je pense que ce seront dans 4 ans les éléments dont on parlera encore. Voilà, tout grand merci à toi. Je vais déjà te souhaiter une très belle journée, puisque pour toi, il n'est que 10h du matin, si mes souvenirs sont bons. Et nous, on va se retrouver très prochainement chez Coffee Club, puisque jeudi, nous recevrons le CEO d'Aoust, donc Gilles Daoust, qui a fait un nouveau bouquin qui s'appelle Alcoolique, et non pas Alcoolique, c'est Work Alcoolique. Et donc, ça reprend 100 types également de business pour voir un petit peu, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut donc faire de mieux au sein de sa boîte. Très intéressant, donc c'est à partir de 11h. Nous retrouverons également Grégory dans notre magazine, puisqu'il est chroniqueur chez Coffee Club au mois de juin prochain, et en espérant bien sûr le retrouver en mode web à partir de septembre 2021. Donc n'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas encore reçu le magazine ou si vous souhaitez le recevoir, il suffit par le chat de m'envoyer simplement votre adresse
et on vous l'enverra également par la poste avec grand plaisir. Un tout grand merci Grégory, très très belle journée, un tout grand merci à vous tous également et très très belle fin de journée et à très bientôt chez Coffin Club. À bientôt, merci, au revoir.